La liberté que nous voulons. L'émission de l'Association pour une constituante. Car il pense comme moi que rien ne vaut mieux ma foi qu'une république bien démocratique. www.pouruneconstituante.fr. Voilà, donc aujourd'hui on est le 18 juin, donc un jour on va voir si c'est le bon jour pour célébrer Jaurès. L'anniversaire c'est le 31 juillet exactement, donc puisqu'il a été assassiné à Paris le 31 juillet 1914. Bonjour Louis Sézy. Bonjour. Alors donc vous êtes juriste, docteur en sciences de l'éducation et donc auteur du socialisme scientifique en France de 1871 à 1914, donc un mémoire de sciences politiques. Donc voilà, et donc je suis aussi avec Bruno Fuligny. Bonjour. Bonjour. Alors donc vous êtes écrivain, historien, maître de conférences à Sciences Po, auteur de plusieurs ouvrages donc sur la vie politique française et notamment auteur donc du Monde selon Jaurès, qui est paru récemment aux éditions Talendier et qui dans cet ouvrage rassemble l'essentiel des interventions politiques de Jaurès. Donc on va en parler. Alors vous avez également porté Jaurès au théâtre avec La valise de Jaurès et Quelle République voulons-nous. Donc ce sont des pièces de théâtre sur Jaurès ? Ce sont des pièces de théâtre fondées sur les textes, mais surtout les discours de Jaurès, qui improvisait beaucoup et dont on a une trace extrêmement précise. Et que ce soit le livre ou les pièces, mon idée est la même. Comme tout le monde récupère Jaurès, le chien l'a dit, eh bien, ce qui est important, c'est de retourner au texte, c'est-à-dire de savoir ce que Jaurès a vraiment dit. Et mon travail, c'est ça, c'est de me plonger dans les textes originaux pour que tout un chacun aujourd'hui ait accès à cette nitroglycérine qu'est la parole de Jaurès. Et ces pièces, on a un Jaurès incarné par Jean-Claude Drouot, qui est ainsi de chair et d'os en action. Quelle République voulons-nous a été montée à Toulouse en mai dernier, et la pièce a fait l'objet d'une captation. Elle sera donc diffusée sur la chaîne parlementaire LCP à la date anniversaire, fin juillet. D'accord. Alors on va parler donc des grandes thématiques chères à Jaurès, donc la République, le socialisme, la justice avec l'affaire Dreyfus, la création du journal L'Humanité, éventuellement la création du Parti socialiste aussi. Le chien nous en a parlé tout à l'heure. Alors commençons par le commencement, le 18 juin. Donc, est-ce que finalement c'est un bon jour aujourd'hui pour célébrer Jaurès? Est-ce qu'on peut faire un parallèle? Est-ce qu'on peut faire une relation entre les deux ou pas? A priori, entre De Gaulle et Jaurès, il y a un océan. C'est deux personnages très différents. L'un appartient vraiment à un univers qui est celui de la droite, l'autre à celui de la gauche. Bon, et si on regarde plus finement, on trouve des correspondances. D'abord parce que ce sont deux individus qui ne se laissent pas enfermer dans leur propre camp. Ensuite parce que ce sont deux voix. Le général Microt et puis le grand tribun de la République. Ce sont des hommes qui savaient parler, pas seulement à des cénacles, mais véritablement au peuple, et qui trouvaient des mots, parfois des mots assez simples, mais qui avaient une très grande résonance. Ce sont des hommes courageux, qui se sont exposés tous les deux, y compris physiquement, pour leurs idées, donc vraiment le contraire de l'opportunisme. Et puis, alors là c'est peut-être le plus surprenant, il y a un très fort patriotisme chez Jaurès. Autant la dimension sociale est quand même mesurée chez De Gaulle, pour dire les choses poliment, autant le patriotisme est une composante importante et souvent sous-estimée de la pensée de Jaurès. C'est-à-dire que la patrie, bien sûr, au sens de la Révolution française, c'est la nation. Pour Jaurès, il n'y a pas de république sociale et donc de socialisme possible s'il n'y a pas à la base ce bassin, cette condition qu'est la nation, une nation dans laquelle chaque citoyen va pouvoir prendre son destin en main et confier sa part de souveraineté à des élus qu'il contrôle lui-même en tant qu'électeur. Alors cette importance de la nation, c'est peut-être un des éléments qui a moins bien vieilli dans la pensée de Jaurès par rapport à l'époque actuelle où finalement la nation
l'importance de la nation est plutôt amoindrie avec les constructions régionales. Oui, Louis. oui, Jaurès était un patriote. Ça a été dit, et je crois qu'il faut le rappeler avec force. Et il ne faut pas confondre patriotisme et nationalisme. Le patriotisme, c'est l'attachement à la France, autour des valeurs évidemment qu'incarne la France, la République, l'universalisme, l'égalité, la fraternité, et puis ce lien au social qui est toujours très fort en France. Le nationalisme, c'est un repli frileux, c'est la haine de l'autre, c'est le fait qu'on a toujours besoin de désigner un bouc émissaire ou quelqu'un qui supporterait un peu tous les maux du moment. Et Jaurès, ça n'est pas du tout ça, c'est le patriotisme positif, c'est-à-dire le sentiment que la France est un groupement historique important qui s'est développé dans des souffrances, dans des objectifs également de dépassement vers l'universel. Et c'est cela qui a scellé un petit peu ce sentiment d'attachement à cette notion qui est fort. Et comme le rappelait Bruno, on peut faire un rapprochement avec ce qu'était la conception du général de Gaulle en termes de patriotisme, en ce sens que chez Jaurès, comme chez de Gaulle, il y a un certain attachement à la France éternelle. Il y a ce fait que la France est une nation qui ne peut pas mourir. Même dans les pires épreuves, elle saura toujours se réveiller et se défendre et riposter. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Cette notion un peu de résistance devant tout ce qui est oppression. De Gaulle l'avait démontré en 1940. Et Jaurès lui-même, qui était un pacifiste, disait « Même si nos gouvernants ont tort, ont fait des erreurs, etc., eh bien, il faudra toujours se lever pour défendre la France. » Et donc, peut-être que Jaurès verrait d'un mauvais œil, bon, on va pas forcément lui faire dire, le remettre dans le présent, mais la construction européenne telle qu'elle a lieu aujourd'hui, alors, d'après ce que vous nous dites. Disons que Jaurès, comme les socialistes de son temps, ne se posait pas le problème de l'Europe. Il voulait la paix entre les nations européennes, qui elles-mêmes, à l'époque, on peut dire, régnaient sur le monde. Les États-Unis étaient encore vus, avant 1914, comme une puissance secondaire, ce qui était déjà une idée fausse. Mais vu d'Europe, c'était considéré comme un pays un peu excentrique, un peu bizarre, pas très sérieux. Et quant au reste du monde, entre les pays colonisés et ceux qui étaient sous tutelle, vraiment, c'était l'Europe, les pays, les nations européennes qui contrôlaient le monde. Donc les socialistes voulaient la paix entre ces nations-là, bien sûr, mais ils n'imaginaient pas de les structurer en un État ou une entité strictement européenne. Et surtout, il y a un mot que nous n'avons pas encore prononcé, mais qui est, à mon avis, un mot clé pour comprendre la pensée de Jaurès, c'est l'universel ou l'universalité. C'est-à-dire que pour un socialiste de la belle époque, le but ultime, c'est la République universelle. Pas seulement en Europe. Que la planète soit une république. Et cette république, c'est ça qu'on a du mal à comprendre aujourd'hui, ne niait pas forcément les patries. C'est ça qui est compliqué. C'est qu'on n'est pas dans un choix binaire stupide, je dois choisir entre ma patrie ou l'universel. Il y a une très belle phrase de Jaurès sur le patriotisme et l'internationalisme, où il explique qu'un petit peu de l'un éloigne de l'autre, mais qu'en fait, il faut les deux. Il faut à la fois être patriote parce que voilà, c'est l'attachement à sa nation, à sa langue, à sa culture, à tout ce qui rend possible aussi les réformes sociales. Et cela s'inscrit à l'intérieur d'une globalité qui est l'universel et qui en fait est l'humanité. C'est pas un hasard, on va en parler tout à l'heure, mais c'est pas un hasard s'il a appelé son journal l'humanité. En fait, le vrai but, c'est que l'humanité soit une. Alors, en résumé, Jaurès et de Gaulle avaient une idée de la France, et en tout cas concernant Jaurès, c'était une idée qui c'était pas un repli, identitaire ou un repli qui éloignait de l'autre. Alors on parlera effectivement de l'humanisme, l'humanité, de l'universel tout à l'heure. Alors commençons par le thème de la République.
puisque c'est un mot qu'on entend souvent, mais finalement, entre république, nation, démocratie, c'est pas toujours évident de s'y retrouver. Il ne faut pas oublier que Jaurès a été élu député très jeune, il venait d'avoir 26 ans, et au départ, il n'est pas socialiste. Il est élu, je dirais, dans la mouvance de Jules Ferry, donc un républicain, à une époque où ça a vraiment du sens d'être républicain, où il y a encore des monarchistes, il y a encore des bonapartistes, où ça correspond déjà à une option politique de gauche très, très affirmée. Mais c'est dans un deuxième temps, et en particulier avec la grève des mineurs de Carmaux, qu'il va passer d'un républicanisme, je dirais, classique, bourgeois, comme il dira lui-même ensuite, à un républicanisme socialiste. Mais il ne renonce pas à la République en devenant socialiste. Pour lui, le socialisme, c'est l'aboutissement. Il y a eu la Révolution française. La Révolution française a donné la République. La République donnera la République sociale, qui est pour lui le vrai socialisme. Il ne dit pas, contrairement aux anarchistes, par exemple, qui sont très puissants à son époque, dans le monde ouvrier en particulier, il ne dit pas « laissez tomber la République, c'est le jouet des politiciens bourgeois, nous n'avons rien à en faire ». Il dit « il faut conquérir la République pour éliminer les opportunistes, pour éliminer tous les gens qui se sont construits, dit-il, des petites féodalités à travers le territoire, et pour en faire l'instrument de la réforme sociale ». Alors, Louis Sézy, comment est-ce qu'on peut définir la République, ou selon Jaurès, ou dans l'absolu, qu'est-ce que... Oui, Jaurès met en avant l'idée de République en disant que c'est le fait qu'on respecte une règle commune, qu'on a le respect de la loi et de la liberté, le respect du mouvement et de l'ordre, qu'on organise des débats, mais qui ne débouchent pas sur des luttes fratricides, sur la guerre civile, etc. Donc la République pacifie, en quelque sorte, l'affrontement des idées, donne un cadre, elle rejette toute forme de dictature, les combats, elle n'est pas non plus un lâche renoncement, le fait qu'à un moment donné, on baisse les bras devant la difficulté, elle était également un idéal très 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 élevé. Et Jaurès disait que l'homme ne peut pas s'élever sans monter vers un idéal, et que ceux qui ont un idéal ont toujours été justifiés par l'histoire. Et ça, c'est un élément très fort dans la pensée de Jaurès, à savoir, Jaurès était un combattant, et il mettait l'idéal de la République et l'idéal du socialisme en avant, et il estimait qu'à la longue et avec le temps, lorsqu'on place cet idéal à un niveau très élevé, en même temps qu'on s'élève soi-même, on avance vers la réalisation de cet idéal. Et là, il y a quelque chose de magnifique dans la pensée de Jaurès. Et pour faire le lien avec le socialisme, comme le disait Bruno il y a quelques minutes, Jaurès estimait que le citoyen est souverain dans l'ordre politique dans une république. En revanche, il ne l'est toujours pas dans l'ordre économique, car à l'époque, il était dans un état de quasi-servage, etc., écrasé par les forces économiques. Et Jaurès dit, bien, il faut faire en sorte de le libérer et de permettre que dans l'ordre économique, eh bien, le travailleur devienne également souverain, comme il l'est dans l'ordre politique en tant que citoyen. Et c'est là où on a cette jonction magnifique entre la République et le socialisme. Et comme le disait Bruno, le socialisme est l'aboutissement de l'idée de République. Bruno Fouligny, vous confirmez? Je signe des deux mains. Et en fait, ça nous révèle aussi qu'il y a chez Jaurès une lecture particulière de Marx. Alors d'abord, il y a une lecture de Marx. Il faut le souligner. Il est quand même un des très rares hommes politiques de son temps à avoir lu Marx dans le texte, en allemand. Et puis, Marx, il l'a interprété d'une certaine manière. À une époque où le marxisme est introduit en France par Jules Guesde et ceux qu'on appelle les guédistes, et qui ont une conception assez claire, mais en même temps assez dogmatique de la lutte des classes, lui a une interprétation très intéressante. C'est-à-dire qu'il englobe le matérialisme de Marx dans une forme d'idéalisme. Et il dit que, en fait,
c'est la même chose dans la philosophie allemande. Alors c'est un peu compliqué et je ne vais pas aller trop loin dans cette voie-là. Mais c'est pour dire simplement que la République issue de la Révolution française, c'est pas seulement une superstructure du monde bourgeois, c'est véritablement un bien commun dont le peuple a vocation à s'emparer et qui est véritablement la voie de l'émancipation, la voie de toutes les réformes. Et par exemple, s'il y a des retraites ouvrières, pour prendre un exemple concret, s'il y a des retraites aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu, du vivant de Jaurès, une modeste loi sur les retraites ouvrières qui a enclenché le mouvement. Et cette loi, eh bien, elle est produite par une république parlementaire en apparence bourgeoise. Mais voilà, du moment qu'il y a le suffrage universel qui s'actionne, eh bien, ce type de réformes concrètes, on peut les obtenir. Donc Jaurès, on l'a dit un peu tout à l'heure, ne faisait pas que des, entre guillemets, beaux discours, idéaux, idéalistes, mais s'est engagé C'est un homme vraiment dans l'action de défense des travailleurs. C'est un homme d'action, c'est un homme qui est très présent sur le terrain, dans sa circonscription, mais à travers toute la France, et qui va même parler aux ouvriers en Belgique, en Allemagne, ce qu'on lui a beaucoup reproché. C'est un homme qui s'expose, et le fait qu'il meure assassiné n'est vraiment pas un hasard. C'est un homme qui est physiquement là. C'est quelqu'un qui croit très intensément à ce qu'il dit, à telle enseigne que lorsqu'il prend la parole, c'est très physique. Vous savez, au Palais Bourbon, les huissiers, le personnel savaient à l'avance si Jaurès allait parler ou non, parce que les jours où il parlait, il venait avec une valise. Comme il parlait pendant 2, 3, parfois 4 heures, sans notes, et d'une façon tellement physique qu'il transpirait comme un grand acteur, si vous voulez, il fallait qu'il se change après. Et donc on le savait, grâce à cette valise, que Jaurès allait parler ou non. Il y a une force de conviction qui est véritablement incarnée dans cet homme, et il n'est pas seul. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de loi Jaurès, il n'y a pas d'amendement Jaurès, ça n'existe pas. En revanche, il y a un certain nombre de grandes lois de la République qui n'auraient pas été adoptées sans Jaurès et l'ensemble des socialistes, et des députés socialistes qu'il a fédérés autour de lui, il ne faut pas l'oublier. Je prends un seul exemple, la fameuse loi de 1905, séparation des églises et de l'État, toujours en vigueur aujourd'hui. C'est vraiment la matrice de la laïcité à la française. Elle n'aurait pas pu être adoptée si à un moment Jaurès n'avait pas soutenu la version d'Aristide Briand, rapporteur de la loi, plutôt que des projets concurrents qui venaient d'autres familles de l'extrême gauche de l'époque. Donc Jaurès est très présent, les retraites, la laïcité, il est très présent sans qu'on s'en rende compte dans notre quotidien. Ce n'est pas seulement des plaques de rue, Jean Jaurès, ce sont des lois toujours en vigueur sur lesquelles plane un petit peu sa mémoire, son souvenir et son travail. Alors, autre thématique chère à Jaurès, c'est la justice. Alors, il s'est exprimé, enfin, vous allez nous le dire, sur l'affaire Dreyfus, qui avait eu lieu quelques années avant sa naissance. Aussi sur la peine de mort, peut-être, qui était évidemment totalement en vigueur à son époque. Alors Bruno Fulini. Un mot sur l'affaire Dreyfus, donc, qui éclate en 1894. Donc Jaurès est député à ce moment-là. Et c'est l'inconvénient quand on retourne au texte, c'est que des fois on trouve des choses déplaisantes. Et je n'ai pas voulu éluder cet aspect. Jaurès, au départ, comme beaucoup d'hommes de l'extrême gauche de la fin du XIXe siècle, n'est pas du tout exempt de préjugés antisémites. Parce que au XIXe siècle, le juif, c'est la finance, c'est le cosmopolitisme, c'est tout ce que cette extrême gauche déteste. Et donc il y a une confusion, il y a un amalgame, il y a une forme d'antisémitisme de gauche qui existe, et qui existe même chez le jeune Jaurès. Et on a des écrits vraiment qui le montrent. Ce qui fait qu'au départ, il n'est pas vraiment du côté du capitaine Dreyfus, et comme Jules Guesde, comme d'autres, il va même considérer que ça c'est une querelle entre partis bourgeois, et que le prolétariat n'a pas à s'en mêler. Ça c'est au début. Simplement, il va cheminer. Des amis comme Lucien Hère vont un petit peu lui expliquer de quoi il retourne. Et il y a une chose, par contre, à quoi Jaurès est sensible, et toute sa vie en est le témoignage, c'est l'injustice. Et quand il voit que, en fait, ce capitaine a été condamné et a été envoyé au bagne injustement, alors là, le fait qu'il soit bourgeois, le fait qu'il soit officier, le fait qu'il soit juif, ça n'a plus aucune importance. C'est scandaleux. Et là, il va devenir un grand Dreyfusard. Mais ça prend du temps. Et en fait, ce qui est déterminant, et c'est pour ça qu'il y a un idéalisme chez Jaurès, c'est la question de la justice qu'on va retrouver effectivement dans d'autres points. Tout à fait. Pour Jaurès, la condamnation d'un innocent dépasse la lutte des classes. On ne peut pas rester les bras croisés en disant « ça ne nous concerne pas,
dès l'instant que la justice est bafouée, que les garanties légales ne sont pas observées et qu'un homme est frappé d'ignominie à cause finalement de ses racines ethniques. Et ça, Jaurès estime qu'il faut absolument s'engager dans ce combat pour la justice. De même, Jaurès était partisan de l'abolition de la peine de mort parce qu'il considérait qu'il ne fallait pas répondre à la violence individuelle par un meurtre social, par un meurtre organisé, même s'il est socialement pris en charge par les structures juridictionnelles du pays. Et ça, cette opposition à la peine de mort, qui nous paraît relativement évidente aujourd'hui, au début du XXe siècle, c'était peut-être plus innovant. En tout cas, c'est un véritable clivage. Il faut savoir qu'en 1906 est élu un président de la République abolitionniste, donc qui gracie les condamnés à mort, ce qui fait que le bourreau d'Ebler se retrouve un petit peu au chômage technique, et donc la France se retrouve dans une situation un peu curieuse où la peine de mort n'est pas abolie, mais en fait, pendant plusieurs années, elle n'est plus pratiquée. Et donc à un moment, Clémenceau, qui est d'abord ministre de l'Intérieur, puis président du Conseil et ministre de l'Intérieur, dit voilà, il faut en sortir. Ou bien on abolit la peine de mort, ou bien on la conserve et on la pratique. Et donc il y a un vrai clivage. Il y a des débats absolument magnifiques qui opposent en particulier Barrès, le nationaliste, à Jaurès sur la question de la peine de mort. L'argumentation de Jaurès, pour la résumer très brièvement, elle est en 2 points. D'abord, et c'est l'argument classique, il y a toujours un risque d'erreur judiciaire. Parmi ces têtes qui tomberont, il y aura des têtes d'innocents. Mais plus profondément, son argumentation repose sur la justice sociale. La justice chez Jaurès, c'est pas seulement la justice de l'individu, c'est la justice collective, la justice sociale. Et en fait, il développe une argumentation pour dire, mais finalement, ce crime que l'on frappe, il est aussi le produit de notre société. Et en fait, dans le plus noir criminel, nous avons, chacun de nous, une responsabilité sociale dans son geste. Alors ça, c'est évidemment dit comme cela, ça peut paraître un peu abrupt, il le démontre d'une façon quand même très troublante, très convaincante. Ça ne suffira pas pour faire abolir la peine de mort à l'époque, en 1908. Elle sera donc beaucoup pratiquée ensuite, de 1908 jusqu'à son abolition, et en particulier dans le premier tiers du 19e siècle. Mais l'opposition de Jaurès à la peine de mort est nette, elle est très éloquente, et par certains accents, elle rappelle celle de Victor Hugo. Alors, venons-en à la création de l'humanité en 1904. Donc, en fait, c'est le titre L'Humanité est fondé par Jean Jaurès. Comment ça s'est passé ? Alors Jaurès a un souci. En 1904, il y a encore toutes sortes de chapelles socialistes, et son vrai projet, c'est de réunir ces forces-là qui sont éparses. Il faut bien se rendre compte qu'au début du XXe siècle, lorsqu'il y a une élection, il peut y avoir 2, 3, 4, 5 candidats qui se réclament du socialisme, et donc avec dispersion des voix. Jaurès voudrait rassembler par-delà les différences doctrinales, les socialistes, marxistes, pas marxistes, étatistes, fédératifs, enfin un petit peu toutes les familles. Et il va réussir en 1905 avec la création de la SFIO, mais il y a une étape antérieure, un an avant, c'est en avril 1904, la parution du numéro 1 de l'Humanité. Ça, c'est le projet politique. Mais plus profondément, et le titre l'indique, réaliser l'humanité, il l'écrit dans le premier éditorial du journal, c'est vraiment le but du socialisme. Faire en sorte que tout être humain, et donc nous avons tous quelque chose en commun en tant qu'être humain, tout être humain puisse se reconnaître dans une globalité, ça, c'est le vrai socialisme selon Jaurès. Alors, il faut bien se rendre compte aussi que l'humanité, au début, ça a été un petit peu difficile, c'était un petit peu chaotique. C'est un peu curieux. Si vous feuilletez le numéro 1 de l'Humanité, vous trouvez des publicités, y compris pour un guide qui donne des conseils de placement financier pour les boursicoteurs. Oui, c'est assez inattendu. C'est un journal qui trouve difficilement des lecteurs. C'est un journal aussi où on a de grandes signatures. On a aussi bien un ancien communard comme Jean Alman que des Anatole France qui va assurer le feuilleton, que des
des hommes politiques très, très éduqués comme l'est Jaurès lui-même, à telle enseigne qu'Aristide Briand lui dira « Vous auriez dû appeler votre journal Les Humanités ». Parce qu'il y a plein de professeurs, il y a plein d'universitaires qui s'y trouvent. Bon. Et donc les premières années de l'Humanité sont très difficiles, il va falloir trouver des financements. C'est un journal qui au départ n'a pas une grande influence. Et puis petit à petit, il va se développer jusqu'au congrès de Tours où effectivement, avec le trésorier de la SFIO Camélina, eh bien, les actions de l'Humanité vont basculer du côté de ceux qui ont choisi la Troisième Internationale, donc l'Internationale communiste et Lénine. Mais auparavant, de 1904 à la fin de l'année 1920, c'est un journal socialiste qui rassemble en fait, et c'est ça son originalité, des contributions de toutes les familles de pensée socialistes. Alors le fait qu'il s'appelle l'Humanité, comme vous le rappelez, on en parlait tout à l'heure, c'est le côté universel aussi Oui, de Jaurès. Oui, Jaurès estime que l'humanité n'existe pas. Et l'humanité n'existe pas parce que dans chaque nation, dans chaque État, il y a un fait qui est un fait historique, c'est la lutte des classes, à savoir que d'un côté, on a une oligarchie capitaliste et financière qui exerce une certaine domination économique, et d'un autre côté, on a le prolétariat qui, lui, est assujetti à cette forme de domination. C'est la raison pour laquelle cet idéal, cette quête d'humanité est inséparable de l'idéal socialiste, puisque le socialisme, c'est un pas vers plus de civilisation, en ce sens qu'on va vers des rapports pacifiés avec la propriété collective des moyens de production qui permettra l'abolition de cet antagonisme entre les classes sociales. Et là, c'est tout le projet de Jaurès et ce lien avec le socialisme qui doit libérer au sein de chaque État les forces opprimées et en même temps, au-delà de chaque État, permettre d'aller vers l'avènement d'une humanité meilleure où on aura dépassé les conflits sociaux. Et donc, Bruno Fulini, vous nous présentiez en quelque sorte la création de l'humanité comme une étape qui a aussi permis de mener à la création de la SFIO 1 ou 2 ans après. 1 an après, effectivement, la section française de l'internationale ouvrière, il faudrait vraiment disséquer cette appellation, où on a à la fois, comme on le disait tout à l'heure, l'international, et donc l'internationalisme, et puis la France, à travers une section française. Ça n'est qu'une section, mais c'est la France, c'est pas la section européenne, c'est pas la section du Tarn-et-Garonne, c'est la section française de l'internationale ouvrière là aussi au sens le plus large, hein. Les ouvriers au sens classique, les mineurs, les ouvriers de l'esprit aussi, voilà. Et surtout, il y a un objet politique, on dirait presque politicien avec la SFIO, au-delà de l'aspect intellectuel, c'est la conquête du pouvoir. Tant qu'on a, comme cela, une poussière de groupuscules avec des candidats indépendants qui se présentent de ci, de là, c'est très difficile de conquérir des circonscriptions. À partir du moment où il y a un parti organisé, à une époque où il y en a peu, il y a eu le parti républicain radical et radical socialiste en 1901, et puis pour le reste, ce sont plutôt des notables ou des ententes de notables, les partis politiques à l'époque de Jaurès. Eh bien, lui constitue un parti qui va véritablement présenter sous ses couleurs des candidats socialistes, ce qu'on appelle des unifiés à l'époque. Il y a à côté encore des socialistes indépendants qui n'ont pas voulu entrer dans la combinaison, mais qui vont peu à peu glisser vers le centre droit. Et donc la SFIO, ça va être un vrai succès politique. N'oublions pas qu'en 1914, avant la guerre, il y a des législatives, en avril et mai, eh bien on a atteint la centaine de sièges détenus par les socialistes grâce à cet instrument électoral et politique qu'est la SFIO. Donc c'est un succès à double titre, rassembler des gens qui jusqu'alors passaient leur temps à s'injurier et à se présenter les uns contre les autres, et puis gagner des sièges et donc exercer une pression sur le reste de la gauche, sur les radicaux. Il n'y aura pas de gouvernement d'union, mais il y aura à un moment un bloc, par exemple au moment d'Émile Combes, au moment de la loi de séparation ensuite. Il va y avoir comme cela un bloc de gauche avec des radicaux au pouvoir, mais qui ont besoin des socialistes pour gouverner, et donc des lois sociales qui vont passer.
Alors, dans quelle mesure, justement, cette création de la SFIO, qui rassemble socialistes et communistes, peut nous inspirer dans le contexte actuel? Bon, on imagine que les choses étaient différentes à l'époque, mais en même temps, aujourd'hui, on se retrouve aussi face à une gauche totalement morcelée. Alors, est-ce que ça peut nous inspirer, ou finalement, vous dites c'était totalement différent? Euh, Il y a, au moment où se crée la SFIO, donc le Parti socialiste unifié, les socialistes sont divisés car il y a des socialistes anarchistes, il y a des socialistes qui appartiennent au courant marxiste, dont Jules Guesde notamment, et il y a des socialistes réformistes, en gros, et pour aller vite. Et donc, comment dirais-je, à ce conflit un petit peu doctrinal, Jaurès estime qu'il faut opposer une unité organique, comme cela existe dans d'autres pays européens à l'époque, c'est-à-dire qu'il y a nécessité à un moment donné d'aller vers une forme de fusion organique qui dépasse finalement ces tensions doctrinales qui sont liées à l'histoire du développement du socialisme, puisque bien avant l'introduction du socialisme marxiste en France, il y avait les socialistes dits utopistes qui eux-mêmes, en mettant au cœur de leur combat la notion de justice sociale, eh bien, proposaient l'avènement, avec Proudhon, Fourier, etc., proposaient l'avènement d'un système social fondamentalement nouveau. Donc, il y avait là nécessité un peu, si on voulait réaliser un parti qui soit suffisamment fort, de dépasser un petit peu ces divergences. On retrouve cette tendance, on la retrouve encore de nos jours. Elle a existé dans le combat politique après la scission de Tours en 1920, entre les socialistes réformistes et puis les partisans d'un socialisme manière révolution bolchevique. Après la révolution de 1917, on a cette scission de Tours, et ensuite on est allé, pour essayer de dépasser cette scission de Tours, vers le congrès d'Épinay en 1971, avec le fait qu'entre-temps, il y avait eu 1936, où il y avait eu notamment la participation, je veux dire, l'adhésion des communistes au programme du Front populaire, sans qu'eux-mêmes participent au gouvernement du Front populaire. Donc cette tension au sein même de l'histoire du socialisme est quasi permanente, et il y a chaque fois, au gré des circonstances, nécessité de la dépasser. Les communistes dépassent leurs appréhensions en 1936 vis-à-vis du Parti socialiste en disant il y a une menace fasciste qui pèse sur l'Europe, et donc il y a nécessité de faire barrage au fascisme, et donc nécessité de dépasser les divergences que nous avons avec les socialistes. Donc c'est le contexte un petit peu de l'époque, pardon, de la période, qui chaque fois peut justifier le dépassement notamment de ces crispations doctrinales. Et aujourd'hui, on parle encore au sein du Parti socialiste de la nécessité de la refondation du Parti socialiste, parce qu'on estime que le Parti socialiste d'Épinay est arrivé un petit peu en fin de course, et on propose à nouveau au sein du Parti socialiste de rediscuter sur les fondements, ce que pourraient être les fondements du Parti socialiste aujourd'hui. Donc, ce qui prouve que le socialisme est quelque chose qui est mouvant, et qui, par rapport aux circonstances, demande chaque fois un repositionnement. Alors aujourd'hui, il y aurait des raisons de s'unir pour dépasser... Voilà, tout est dans le mot « pour ».
s'unir, d'accord, mais s'unir pourquoi? Et chaque fois qu'il y a eu une réunion de la gauche, c'est qu'il y avait eu préalablement, d'où l'intérêt de l'humanité par exemple en 1904, il y a eu préalablement un travail intellectuel pour dire, voyons, nous sommes différentes composantes, c'est un fait. Qu'est-ce que nous avons en commun? Qu'est-ce que nous voulons en commun? Et donc, qu'est-ce que nous pouvons programmer qui convienne à tous, qui soit au moins une base, qui soit au moins une plateforme. Et chaque fois qu'il y a eu comme cela une union de la gauche en France, c'était grâce à un travail intellectuel préalable qui avait élaboré comme cela à la fois des principes et des mesures. Très bien. Le temps tourne, le temps tourne. Donc, on arrive à l'heure de se quitter, de conclure. Merci en tout cas, Louis Sézy et Bruno Fulini, pour avoir retracé un peu les grandes thématiques. Un mot de conclusion peut-être sur, alors, je sais pas, sur Jaurès ou sur... Oui, sur Jaurès, mais Bruno interviendra bien sûr après moi. Sur Jaurès, je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que ça a été un militant infatigable de la paix, et que donc il en a payé durement le prix, et que ça a été également un homme de conviction. Et qu'aujourd'hui, ce modèle d'homme politique, on le retrouve très peu dans le contexte politique actuel, c'est-à-dire nécessité à un moment donné de mener le combat sur des positions politiques qui soient claires, qui soient nettes et qui puissent avoir une force propulsive. Bruno Fulini. Jaurès, militant de la paix, alors qu'il est patriote, parce qu'il est humaniste, mais aussi parce que c'est un homme qui lit, c'est un homme qui réfléchit. Et il y a par exemple un discours de 1911 qui est extraordinaire, parce qu'en fait, il décrit ce qui va se passer pendant la Grande Guerre. Et il met en garde même les conservateurs en leur disant ça va être une guerre longue, il va y avoir la boue, il va y avoir les tranchées, il va y avoir des mutations telles dans la société que vous-même, conservateurs, vous devriez être contre. C'est-à-dire que Jaurès, et c'est là-dessus que je voudrais terminer, c'est un homme qui pense. C'est pas un homme qui assène des slogans, qui mécaniquement applique comme cela une doctrine. C'est un homme qui réfléchit, qui se documente, qui lit, même quand il n'a aucune formation comme en stratégie militaire, eh bien, il apprend et du coup, il est clairvoyant. C'est ça qu'il nous faut, c'est en politique, penser par nous-mêmes et essayer de comprendre le monde. Eh ben, merci beaucoup Bruno Fulini pour ces mots de conclusion et donc ces leçons qu'on peut apprendre de Jaurès. Alors je rappelle votre livre, donc Le Monde selon Jaurès. Voilà, de Bruno Fulini, donc aux éditions Talendier, qui est sorti en février 2014, et donc qui rassemble l'essentiel de la pensée et des interventions de Jaurès. Merci Louis Sézy, donc pour cette 12e émission, dernière de la saison. Et puis on se retrouvera assurément en septembre prochain. Excellent ouvrage de Bruno Fulini qu'il faut lire. Qui donne une magnifique synthèse de la pensée de Jaurès. Oui, c'est Jaurès qui a tout fait, faut quand même le rappeler. Voilà, et puis on suivra vos pièces de théâtre si elles sont retransmises à l'occasion du centenaire, du vrai centenaire, donc fin juillet. Alors pour clôturer notre émission, le jingle pour une constituante, et puis on conclut. La liberté que nous voulons. L'émission de l'association pour une constituante. Car ils pensent comme moi que rien ne vaut mieux ma foi qu'une république bien démocratique. www.pouruneconstituante.fr. Voilà, donc c'était notre 12e émission. On se retrouvera en septembre. Merci donc... merci. J'ai oublié son nom au technicien qui était là ce matin pour réaliser l'émission. Arthur, voilà. Merci Arthur. Et puis merci Evelyne et son chien qui sont restés bien, mais le chien a été
sage, il est resté jusqu'à la fin. Il n'a pas aboyé. Et donc, je vous retrouve mercredi prochain. Mercredi, on parlera des traités de libre-échange. Voilà, très bonne journée à l'écoute d'Aligre FM. Directement vont être guéris. Exemple, vous aimez une jolie fille ou un On peut inventer des objets de méditation extraordinaires qui s'appellent les mongshé, les pierres de rêve. La religion, c'est différent. Vous pouvez aussi refouler ça c'est un autre problème. D'ailleurs, des blocs polis, donc des pierres, des marbres polis. Ils sont très forts, tous ces vieux lettrés, parce qu'ils disaient que quand et ces formations rocheuses, cette formation minérale, qui représente tous les principes